Dans la partie précédente de notre film, nous avons examiné la naissance et le développement de l'idéologie communiste. Comme nous l'avons vu, les théories de Marx et Engels, même si elles promettent d'apporter la paix et la justice à l'humanité, dans la réalité, elles n'ont apporté que du sang et la mort. Et l'idéologie communiste, qui reçut un soutien soi-disant scientifique de la théorie de l'évolution de Darwin, se diffusa rapidement et elle réalisa sa première révolution en Russie. Lénine, qui était le leader de cette révolution, a établi une dictature cruelle après avoir pris le pouvoir et il a fait régner la terreur dans toute la Russie. Désormais, on sait aujourd'hui que Lénine ne nourrissait pas le moindre sentiment de pitié vis-à-vis de ses concurrents et qu'il a tué des dizaines de milliers d'opposants au régime en les faisant torturer et fusiller. De plus, nous savons également que la famine qui s'est produite suite aux mauvaises politiques qu'il a pratiquées a coûté la vie à 5 millions de personnes innocentes. Ces vérités mises en avant par les archives révèlent l'histoire obscure du communisme. Seulement, les pages les plus sanglantes de cette histoire obscure furent écrites par la main d'un autre dictateur, laissant même Lénine derrière lui en termes de cruauté. Ce dictateur, qui est l'un des plus grands criminels de l'histoire de l'humanité, est Staline. Dans cette partie de notre film, nous allons voir les crimes commis par le régime de Staline. Et ainsi, nous allons examiner tous ensemble l'ampleur des catastrophes apportées à la Terre par le matérialisme et le darwinisme. L'histoire sanglante du communisme. Deuxième partie. L'atrocité de la collectivisation. Après la mort de Lénine, Staline a pris le pouvoir et il a dirigé l'Union soviétique pendant plus de 30 ans avec la peur et la torture. Tout au long de son pouvoir, il allait tuer environ 40 millions de personnes. Dans ses premières années au pouvoir, Staline a tâché de renforcer son fauteuil. Avec diverses intrigues, il mit de côté Trotsky, qu'il considérait comme son plus grand rival. Et quelque temps après, en le faisant arrêter, il l'a banni du pays. En 1929, Staline a commencé une pratique appelée collectivisation. La tentative de Lénine d'étatiser les terres était restée à moitié et les paysans russes semaient encore eux-mêmes leurs propres champs, ils vendaient leurs produits dans les marchés.
Avec la collectivisation, Staline allait compléter l'entreprise de Lénine. Il allait mettre la main sur les champs et produits de tous les paysans en Russie, et ce, au nom de l'État. La collectivisation a commencé avec les films de propagande. En donnant des pauses sur les tracteurs, Staline jouait le rôle du dirigeant qui fait entrer l'agriculture soviétique dans une nouvelle ère. Quant aux paysans russes, ils étaient montrés comme des gens qui fêtent le communisme devant les posters de Karl Marx et même comme des gens qui dansent de joie. Or, la réalité était très différente. En 1930, les produits des paysans ont commencé à être ramassés. L'armée rouge mettait la main un à un sur les produits de chaque champ. Pour ne pas donner les produits qu'ils avaient sous la main, certains paysans ont commencé à les cacher dans des compartiments secrets. Mais les fonctionnaires du Parti communiste passaient chaque endroit au peigne fin et découvraient ces dépôts secrets. Les préposés mettaient également la main sur les véhicules agricoles des paysans. Il ne restait au pays ni de quoi manger, ni de quoi labourer les champs. En fin de compte, une catastrophe que Lénine considérait très utile pour le communisme a ressurgi à nouveau, la famine. En Ukraine, en quelques années, exactement 6 millions de personnes sont mortes de faim. Au Kazakhstan, 2 millions de personnes ont péri et 1 million dans le Caucase du Nord. Les enfants, dont il ne restait plus que la peau et les os, mouraient en se tordant de douleur. Cette famine, qui était une œuvre de Staline, avait une autre conséquence effroyable, le cannibalisme. Les paysans qui devenaient fous de faim ont d'abord commencé à manger les cadavres. Ensuite, une atrocité plus grande a vu le jour. Certains paysans ont tenté d'enlever et de manger les enfants des uns des autres. Devant ces deux paysans russes, attrapés en train de manger de la chair humaine, il y avait les restes des enfants qu'ils avaient enlevés. Tout comme le communisme l'avait ciblé, le régime de Staline avait transformé les gens en des animaux sauvages. Toute personne qui résistait à la politique de collectivisation de Staline le payait de sa vie. Le plus grand objectif étaient les propriétaires terriens qu'on appelait les koulaks. Chaque endroit fut recouvert de photos de propagande disant du mal des koulaks. Des dizaines de milliers de koulaks furent arrêtés et fusillés. En réalité, le régime estampillait comme koulak toute personne qu'il considérait contre son idéologie et il les faisait disparaître. De très nombreux hommes religieux et même les fidèles se rendant fréquemment à l'église furent recensés comme des koulaks et furent arrêtés. Certains furent exécutés. Quant aux autres, ils furent envoyés dans des camps de travail où les attendait une mort plus lente. Ces camps, qui étaient ouverts dans les quatre coins des terres soviétiques, étaient une autre machine de la mort de Staline. Des millions de personnes, considérées comme des opposants au régime, furent forcées de travailler jusqu'à la mort dans les conditions effroyables de ces camps. Certains furent assignés à la construction des canaux sous un soleil brûlant.
Certains furent envoyés pour casser des pierres dans le froid glacial de la Sibérie. Sous peu de temps, il ne restait plus que la peau et les os à ces personnes forcées de travailler dans des conditions terribles. La plupart n'allaient pas sortir vivants de ces camps. La machine à tuer de Staline. Joseph Staline était extrêmement content de toute cette atrocité. Dans son discours de 1934, au congrès du Parti communiste, il a déclaré que la collectivisation est une grande réussite et il fut applaudi avec clameur par les délégués. Les hommes proches de Staline, en se succédant à la tribune, expliquaient à quel point ce dernier était un soi-disant grand génie. Seulement, à la fin du congrès, dans le vote à bulletin secret, un résultat aucunement attendu est apparu. Dans le congrès de 1900 personnes, exactement 300 personnes avaient voté contre Staline. Staline fut choqué. Les bulletins de vote furent immédiatement ramassés, brûlés et le vote fut déclaré nul. Ensuite, on annonça que Staline avait été choisi à nouveau et à l'unanimité comme secrétaire général du Parti communiste. Seulement, tout ne se terminait pas avec cela. Staline avait décidé de punir cette trahison. À peu près 1000 des 1900 délégués présents dans le salon allaient être tués en quelques mois par la police secrète de Staline, le NKVD. Quant à Sergueï Kirov, qui a ramassé plus de voix que Staline au Congrès, ce dernier l'a fait tuer en organisant un attentat. Et ensuite, il a organisé une grande cérémonie d'enterrement en son nom. En fait, quand il marchait derrière le cercueil de Kirov, il s'en allait enterrer l'homme qu'il avait lui-même fait tuer. Et des dizaines de personnes en rapport avec Kirov allaient être éliminées en quelques semaines par le NKVD. Dans les années 30, de très nombreuses autres personnes dans les postes haut placés de l'État furent tuées par ordre de Staline. Certains furent soumis à des tribunaux montés de toutes pièces et furent condamnés à la peine capitale avec de fausses accusations. Pour pouvoir rester en vie auprès de Staline, il fallait être son fidèle lèche-bot. Staline a fait éliminer de très nombreuses personnes compétentes à l'intérieur de l'État, de peur qu'ils puissent être ses concurrents. Parmi ces derniers, il y avait également des généraux de l'armée. Dans les années 38 et 39, les généraux éminents de l'armée soviétique furent tués par la police secrète de Staline ou bien ils furent condamnés avec de fausses accusations. Avec ces liquidations insensées, Staline mettait son pays sans défense face à l'agression nazie. Ainsi, l'Allemagne nazie a saisi cette occasion et le 22 juin 1941, elle a soudainement commencé à envahir l'Union soviétique. Les unités allemandes,
qui avancèrent sur des centaines de kilomètres en quelques semaines, ont brûlé et détruit chaque endroit qu'ils ont traversé. Staline ne s'est pas importé des rapports des services de renseignement qui l'avertissaient d'avance contre cet envahissement. Il avait même accusé de peureux les commandants qui lui avaient transmis ces rapports. En fin de compte, le danger nazi que Staline considérait sans importance a entraîné l'Union soviétique dans la guerre la plus sanglante de l'histoire du monde. Tout au long de la guerre, qui a duré de 1941 à 1945, exactement 25 millions de citoyens soviétiques allaient perdre la vie. Seulement, le nombre de citoyens soviétiques tués par Staline dépassait de loin les crimes des nazis. Rien que dans les années 37 et 38, le nombre de personnes arrêtées pour des raisons politiques atteignait les 7 millions. 1 million de ceux-ci furent exécutés. Quant au nombre des personnes tuées tout au long du régime de Staline, il allait atteindre les 40 millions. Et suite à des décisions de déportation prises en une nuit, Staline a évincé de leur foyer des millions de personnes qui étaient sous son administration. Les gens qu'on fit monter en masse dans les trains furent envoyés dans les terres sombres de la Sibérie. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et Staline a particulièrement pratiqué une grande politique de tyrannie envers les peuples musulmans qui vivaient dans le Caucase et en Crimée. Le 18 mai 1944, en une nuit, 400 000 musulmans tatars qui vivaient en Crimée furent bannis de leurs villes et campagnes et furent envoyés dans les coins reculés de l'Union soviétique ou bien dans les camps de travail. Plus de la moitié allaient perdre la vie sur la route avant d'arriver à leur lieu de déportation. Quant aux unités cavalières du NKVD envoyées dans les campagnes musulmanes, elles ont tué des dizaines de milliers de musulmans sans faire de distinction entre femmes, enfants et vieillards. Elles ont laissé derrière elles des milliers de campagnes musulmanes vides. Certains vestiges des crimes effroyables de Staline ont désormais fait surface aujourd'hui. Dans ce charnier secret du NKVD, aux environs de Minsk, les corps d'à peu près 30 000 personnes furent découverts. Il y a des traces de torture sur certains os et la plupart des crânes furent troués par balles. Eh bien, le résultat apporté par le communisme à l'humanité, c'est celui-ci. Le régime de la peur. Le système communiste a massacré des dizaines de millions de personnes, et quant à ceux qui sont restés en vie, il les a fait vivre dans une peur constante. Le communisme était en fait un régime de terreur. Il considère la société tel un troupeau d'animaux qui doit être dirigé, et il croyait que le seul moyen de conduire le troupeau
c'était de lui faire peur. Dans les congrès du Parti communiste, Staline était applaudi pendant des minutes. La raison de cela, c'est que tout le monde dans le salon avait peur d'attirer l'attention comme étant la première personne à interrompre les applaudissements, car Staline avait fait tuer certains délégués qui ne lui avaient pas témoigné d'un intérêt suffisamment enthousiaste. Le Parti communiste faisait organiser fréquemment des manifestations pour protester contre des prétendus traîtres et agents dans la société. Tout le monde pouvait être la cible de cette campagne. Des personnes qui étaient vues comme des communistes exemplaires pouvaient, après un certain temps, être caricaturées comme un chien sauvage dans les colonnes de la Pravda. Tout le monde avait peur que la même chose lui arrive. Un procédé important du régime de la peur était les exécutions en masse. Tout au long du régime de Staline, des dizaines de milliers de personnes furent exécutées devant les yeux du peuple. Le régime de la peur du communisme a également été un coup dur pour l'art. Dans la période précommuniste, la société russe avait une culture riche avec ses grands écrivains, ses grands peintres et compositeurs. Seulement, avec le communisme, la laideur et l'inélégance ont dominé l'art russe. Le nouveau style appelé réalisme socialiste a enfermé tous les artistes russes dans un moule étroit et terne. Ce caractère terne de l'art communiste est le résultat de la philosophie matérialiste qui a ses propres points de vue sur le monde. La philosophie matérialiste est une pensée superficielle qui considère l'être humain uniquement comme un amas de matière et qui essaie de tout réduire à la matière. Quant à l'application de cette pensée sur l'art, dans ce domaine, et comme dans tous les autres domaines également, cela a abouti à un pur fiasco. Car en fait, l'art est une forme d'expression des sentiments, de l'admiration qu'Allah a donnée à l'être humain pour des choses esthétiques, soignées et belles. Pour que l'art se développe, les êtres humains doivent pouvoir exprimer dans un environnement extrêmement libre et tranquille ces penchants qui leur viennent de l'âme et qu'ils ont dans la nature même de leur création. Or, dans les dictatures communistes, cet environnement libre et tranquille a complètement été éradiqué et en mettant une pression permanente sur les gens, l'art a été tué. Quant à un autre coup dur donné par le communisme à la société, ce fut dans le domaine scientifique. Dans la période de Staline, tous les scientifiques du pays furent contraints de signer des serments d'attachement au matérialisme dialectique. Toutes les recherches scientifiques furent biaisées selon le dogme matérialiste. Parmi les dogmes soutenus avec insistance par Staline, la théorie de l'évolution avait une place spéciale. Quant à l'attachement du dictateur soviétique à cette théorie, cela remontait jusque dans sa jeunesse. Staline grandit dans une famille religieuse et ensuite il reçut une éducation religieuse dans une école d'église. Mais juste lorsqu'il se préparait à devenir prêtre, il a lu un résumé du livre de Darwin intitulé « L'origine des espèces » et en un instant, sa vie a changé. Staline fut amadoué facilement par les assertions superficielles de Darwin et il devint athée. Et dans cette ignorance, les cadres bolcheviques n'ont pas tardé à faire de même.
Et lorsque des années après, il est venu au pouvoir, la plus grande source d'inspiration de Staline fut à nouveau la théorie de l'évolution. Il a fourni un effort spécial pour que cette théorie soit enseignée dans les institutions éducatives soviétiques. Il en expliquait ainsi l'objectif. Pour effacer la pensée de la création, de l'esprit des jeunes générations, nous devons leur enseigner la théorie de Darwin. Quant au signe le plus frappant de l'attachement dogmatique de Staline à la théorie de l'évolution, c'était la célèbre affaire de Lysenko. Trofim Lysenko était un jeune expert en agriculture qui se mit en évidence dans les années 30 et il avait une idée intéressante. Il n'acceptait pas la génétique de Mendel, reconnue par le monde scientifique depuis le début du XXe siècle. À la place de cela, il soutenait la théorie disant que les êtres vivants évoluent en fonction de leur environnement, théorie lancée par Lamarck, le précurseur de Darwin. Staline a assimilé cette fable de Lysenko et en un instant, il l'a nommé président des sciences agricoles de l'Académie de Lénine. Dans les années suivantes, un programme agricole fut préparé selon la théorie de l'évolution de Lysenko et il fut appliqué de force aux paysans par les préposés du parti. Par exemple, Lysenko avait prétendu que si on faisait attendre longtemps les graines à semer dans de l'eau froide, elles évolueraient en fonction des conditions d'un climat froid. Pour expérimenter cela, après les avoir laissées tremper dans de l'eau froide, des tonnes de graines furent semées dans les steppes de Sibérie. Elles ont bien sûr tout été perdues. À cause de la théorie de Lysenko, l'agriculture soviétique a rétrogradé des dizaines d'années en arrière. Mais jusqu'à sa mort, Staline allait continuer à soutenir Lysenko. Il s'était tant attaché à la théorie de l'évolution de Lysenko qu'il ne s'est pas gêné de faire tuer les scientifiques qui n'acceptaient pas cette théorie. Un de ceux-ci était Nikolaï Ivanovitch Vavilov, un généticien russe mondialement connu. Vavilov fut soudainement arrêté une nuit par ordre de Staline. On prit une photo de lui, tel un coupable, et il fut envoyé dans les camps de travail suite à l'accusation de faire des plans pour saboter l'agriculture soviétique. Et en 1943, il est mort dans l'un de ces camps. Mouralov, Mester, Levin et certains autres scientifiques russes qui soutenaient la génétique de Mendel furent arrêtés une nuit par des membres de la police secrète qui entrèrent chez eux en silence. La plupart allaient être exécutés. Staline, qui réalisait toutes ces atrocités au nom de la philosophie matérialiste et de l'idéologie communiste, est mort en 1953. Selon un rapport du KGB révélé en 1991, lors de son régime, il avait fait tuer exactement 42 millions de personnes. Le visage froid et orgueilleux de Staline reflétait le monde obscur du communisme. Dans le Coran, Allah explique ainsi la situation de ce genre de dirigeants oppresseurs. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail. Et Allah n'aime pas le désordre. Et quand on lui dit « Crains Allah », l'orgueil criminel s'empare de lui, l'enfer lui suffira, et quel mauvais lit, certes.
les invasions soviétiques dans le monde. Même après la mort de Staline, la terreur rouge de l'Union soviétique a continué. Les nouveaux dirigeants soviétiques ont adouci en partie le régime à l'intérieur du pays, mais ils ont transporté l'atrocité communiste aux autres pays. En 1956, en Hongrie, le mouvement d'indépendance commencé contre le gouvernement de Moscou fut réprimé de manière sanglante par les tanks de l'armée rouge. Les rues de Budapest étaient remplies de cadavres. Au printemps 1968, une autre résistance qui commençait en Tchécoslovaquie fut à nouveau stoppée avec des procédés cruels, avec l'intervention de l'armée rouge. En 1979, l'armée rouge a envahi l'Afghanistan. Avant cette invasion, les communistes afghans, soutenus par les soviétiques, avaient réalisé une révolution dans le pays et ils avaient organisé des massacres de masse contre les religieux du pays. Pour transporter cette atrocité à une dimension encore plus prononcée, l'armée rouge est entrée en Afghanistan. Tout au long des 10 années suivantes, les unités soviétiques ont fait pleuvoir la mort sur le peuple musulman afghan. Alors que les campagnes afghanes étaient cruellement bombardées par les avions et les hélicoptères soviétiques, les unités de l'armée rouge ont utilisé les procédés de torture les plus cruels contre les musulmans. Un enfant, dont la famille fut tuée par les troupes soviétiques, expliquait ainsi l'atrocité communiste. Ils ont tiré 3 fois sur mon père, sur sa poitrine, son épaule et sa nuque. Lorsqu'il est tombé par terre, il était mort. Mon grand frère et son commandant se sont beaucoup énervés et ils sont entrés dans le conflit. Mon grand frère a bondi et saisi l'arme. D'autres Russes sont venus et ils ont coupé les doigts de mon grand frère à la baïonnette. Ainsi, il est resté sans défense. Après lui avoir coupé les doigts, ils l'ont frappé. Ils lui ont tiré sur l'oreille. La balle est entrée par une oreille et sortie de l'autre. Exactement 5 millions de civils afghans, fuyant cette atrocité, sont devenus des réfugiés. Ils se sont réfugiés dans les pays voisins, comme le Pakistan, et pendant des années, ils ont vécu dans des tentes de fortune, dans des conditions très difficiles.
Seulement, malgré toute sa force militaire, la Russie soviétique n'a pas pu réussir face à la résistance des musulmans afghans. À la fin, en 1988, l'armée rouge fut obligée de se retirer du pays. Les tanks soviétiques, qui se retiraient en laissant derrière eux les corps de centaines de milliers d'innocents, documentaient encore une fois les souffrances que l'idéologie appelée communisme a fait subir à l'humanité. Les réalités historiques que nous avons examinées jusqu'ici montrent que le communisme, qui s'affiche avec des slogans embellis comme justice, égalité, n'a apporté en fait à l'humanité que le sang et la mort. Les idéologues et dictateurs communistes comme Marx, Engels, Lénine ou Staline sont responsables de la mort d'environ 50 millions de personnes. Le communisme est pour ainsi dire devenu pour la terre un puits où verser du sang. Quant à un autre idéologue qui porte en secret la responsabilité de toute cette atrocité, c'est Charles Darwin. C'est-à-dire que selon Karl Marx, c'est la personne qui établit la base du communisme du point de vue des sciences naturelles. En organisant des révolutions sanglantes, des massacres et des guerres cruelles, les communistes ont en fait mis en pratique la théorie de Darwin. Ceci est une théorie qui considère l'être humain comme une espèce animale, qui croit que le conflit et la guerre est une loi indispensable et le plus important, c'est qu'elle pousse l'être humain à nier son créateur, Allah. Par conséquent, la délivrance de l'humanité du communisme et de toutes les autres idéologies sanglantes, ceci ne va être possible qu'avec l'effondrement de l'imposture du darwinisme. Lorsque les gens se seront libérés de l'envoûtement du darwinisme et de la philosophie matérialiste, ils vont reconnaître leur propre créateur qui est Allah et ils vont vivre selon la belle moralité qu'il leur a apprise. Ainsi, Allah nous informe que nous, les êtres humains, devons seulement nous conformer à son chemin. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc. Et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété.